Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup pour cette invitation. C'est la deuxième fois, je pense, que je suis dans cette salle. Et puis je suis ravi parce que au début, c'était un petit peu plus confidentiel et que là, je vois que c'est super rempli, ce qui veut dire que notre sujet de réindustrialisation passionne de plus en plus. Alors, je vais me présenter rapidement parce que c'est toujours important de savoir de quel point de vue on vous adresse ce sujet. Donc Olivier Luancy, jusqu'à présent 3 vies professionnelles, 10 ans d'industrie chez Saint-Gobain. Mon dernier job chez Saint-Gobain a été de superviser toutes les activités en Europe centrale et orientale, 12 pays, pilotés à partir de la Pologne, 50 usines, 200 magasins de distribution de matériaux de construction. C'était il y a déjà quelques temps, mais j'ai une vie d'industriel. Une vie de ce qu'on appelle haut fonctionnaire, je ne sais pas trop ce que veut dire le haut d'ailleurs, mais j'ai travaillé pour la Commission européenne, un conseil régional, pas le vôtre, mais celui du Nord-Pas-de-Calais à l'époque, pour la présidence de la République, 2 ans et demi comme conseiller industrie et énergie, et j'ai mis en place territoire d'industrie. Et puis depuis une dizaine d'années, je fais du conseil, ce qui m'a permis de découvrir plein d'autres industries que celle de Saint-Gobain, qui est déjà un groupe assez varié. Et là, je suis en train d'arrêter cette activité-là pour faire de l'enseignement, qui sera sans doute ma dernière partie de carrière, parce que j'ai déjà pas mal d'heures de vol. Voilà le point de vue, et du point de vue duquel je m'adresse à vous. Et puis le contenu de la réflexion, c'est quelque chose qui m'a été demandé par Bercy, alors sous l'impulsion de l'Élysée, de dire comment est-ce qu'on peut imaginer nos politiques industrielles à l'horizon 2035. Voilà, et c'est le résultat de cette réflexion qui est un peu gratte-poil, qui dit pas toujours ce qu'on entend dans les discours officiels, et donc le rapport n'a pas encore été publié, notamment pour cette raison, mais j'ai ma liberté de parole, d'autant plus si je rejoins le monde universitaire, c'est la règle du jeu du monde universitaire, et donc je vais vous livrer cette réflexion. Le premier point, c'est un retour en arrière. On dit beaucoup de choses sur notre désindustrialisation, et donc je voudrais remettre quelques éléments historiques. Le début de la désindustrialisation en termes de concept de politique économique, il est assez ancien, il date des années 60-70, c'est le concept de post-industrialisme. Les pays, les économies se développent, se vont un cycle, elles sont d'abord agraires, puis industrielles, puis tertiaires. Et c'est le sens du progrès qu'il faut absolument suivre. Alors il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être, Alain Touraine, sociologue français, qui a beaucoup diffusé l'idée en France dans cette période-là. Et en 75, autour de 75, choc pétrolier, arrivée de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République, avec la volonté de se détacher du mentor gaulo-pompidolien, et avec cette volonté de modernisme, plus encore une fois les chocs pétroliers, la France commence à véritablement mettre en œuvre ce concept de politique économique ou d'histoire de politique économique, et commence à rentrer dans un cycle de désindustrialisation en se disant on va se transformer dans une société de services, c'est l'avenir de notre pays. Alors, tous les pays le font à cette époque-là, parce que certes, il y a l'idéologie, il y a le concept, mais il y a surtout les chocs pétroliers qui font qu'on a une restructuration d'une industrie qui était très consommatrice d'énergie fossile, et qui subit de plein fouet l'évolution du prix du pétrole. Entre 90 et 2000, on a une période d'hésitation, quelque part. C'est une hésitation assez fondamentale. 89, chute du mur de Berlin, réunification de l'Allemagne. À début des années 90, mise en place de l'OMC. Et pendant cette période-là, il y a 2 façons de réfléchir à la mondialisation qui arrive, je dirais, un peu à son paroxysme, en tous les cas dont tous les outils sont en place. Il y a la réflexion allemande, mais qui est liée aussi à la réunification. La réunification a besoin, c'est un projet politique, mais c'est aussi un projet économique. On ne fera pas un projet économique avec l'Allemagne de l'Est en ayant un discours post-industriel. Ce n'était pas une économie de service comme vous pouvez l'imaginer. Et l'Allemagne relance quelque chose qui a été aussi à la base de sa réunification, la première unification de l'Allemagne qui a été la Prusse, c'est un projet industriel. Et dans ces années-là, l'Allemagne dit « le monde s'ouvre avec l'OMC, je vais être le fournisseur de biens de qualité, équipements industriels et voitures par exemple, de l'ensemble de ces nouveaux marchés qui s'ouvrent avec la mondialisation, l'OMC ». Et en même temps, la France fait une démarche très différente
en disant finalement l'ouverture de ces nouveaux marchés, c'est peut-être des marchés pour l'export, mais c'est aussi pour nous une ressource pour importer pas cher. Et il y a la fameuse réflexion à la fin des années 90, en fait elle date de tout début 2000, de tout début des années 2000, qui est la conception de fabless. J'ai mis 2021, mais c'est 2001, avec la fameuse parole de Serge Turuc qui dit globalement on peut être un pays sans avoir de production, sans avoir d'usine, et on va aller chercher cette capacité de production ailleurs dans le monde, dans ces pays qui se sont ouverts. Et on entame là une décennie de désindustrialisation qui est plus rapide que celle qui a suivi des chocs pétroliers, alors qu'il n'y a pas d'autre élément économique que l'ouverture des marchés. Donc c'est vraiment un choix de la manière dont on s'insère dans la mondialisation, tandis que l'Allemagne, pendant cette période-là, garde son industrie. Si j'avais ajouté la courbe de l'Allemagne, elle serait plate pendant cette décennie 2000, 2010 et même jusqu'à aujourd'hui. En 2009, ça suit la crise financière, on se rend compte qu'on a été trop loin. 2009, États généraux de l'industrie sous un gouvernement Sarkozy. Alors je refais remonter à 2009 parce que ça permet de dire qu'il y a une continuité jusqu'à aujourd'hui, de dire qu'on a été trop loin dans la désindustrialisation. 2009, États généraux de l'industrie, 2012, le rapport Gallois, quelques temps après, les plans Montebourg. On peut continuer avec France Relance qui a mis le paquet sur l'industrie sous des gouvernements Macron, France 2030, etc. Et donc, depuis une date autour des années 2010, un petit peu avant, il y a une continuité en France, quel que soit le président de la République, de dire qu'il faut réindustrialiser, que nous avons trop désindustrialisé. Hélas, et ça c'est un constat assez dur mais qu'il faut accepter, en termes macroéconomiques, nous n'avons pas réindustrialisé. Voilà, ça c'est quelque chose qui est un premier message qui est difficile, et même je dirais, vous voyez, si je faisais un petit zoom sur la partie finale de la courbe, nous sortons sur la période 2009-2023 avec une baisse de la valeur ajoutée de 4%, industrielle, pardon, de valeur ajoutée industrielle de 4%, alors que sur l'ensemble de l'Union européenne, sur cette même période, sur ces mêmes dernières années, la valeur ajoutée industrielle a augmenté de 4%. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons succès, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté politique, mais aujourd'hui, elle ne s'est pas concrétisée dans termes macroéconomiques dans notre pays. Ce qui est une véritable source d'interrogation après quand même une dizaine d'années de volonté, de moyens, de lois, de discours, d'engagement. Alors, le premier point, mais c'est pourquoi, après tout le discours post-industriel, on a besoin de faire de l'industrie. Et là-dessus, c'est une conviction très forte. S'il y a un message que j'aimerais que vous reteniez de ce discours aujourd'hui, c'est qu'on ne réindustrialise pas pour réindustrialiser. Certes, c'est super de faire des emplois industriels. Certes, c'est super d'avoir quelques milliards d'euros en plus de valeur ajoutée industrielle. Mais la dimension économique de la réindustrialisation, c'est un des aspects de cette volonté qui nous anime de revouloir avoir de l'industrie dans notre pays. Il y en a 3 autres qui sont pour moi au moins aussi importants. Et après, en fonction de nos convictions personnelles, on peut dire que l'un est plus important que l'autre, mais il faut vraiment considérer ces 3 autres. Premier sujet, c'est un secteur économique qui permet de répartir de la valeur ajoutée sur l'ensemble des territoires. Quand vous faites que du service, vous concentrez la valeur ajoutée sur les services à haute valeur ajoutée. Avoir un boucher ou un coiffeur dans un village, c'est très bien, mais c'est pas très créateur de valeur ajoutée. Avoir un plateau de traders ou d'avocats d'affaires, ça crée beaucoup de valeur ajoutée dans l'univers des services. Sauf que ces activités-là, elles se concentrent dans les métropoles et elles n'irriguent pas les territoires. Et c'est le drame de notre pays avec une paupérisation très forte de beaucoup de territoires qui sont liés à la désindustrialisation et la montée en puissance des services. Premier point. Et encore une fois, ça c'est ma sensibilité personnelle. Je pense qu'on a un événement fondamental dans toutes les crises qu'on a traversées dans les dernières années, c'est celle des gilets jaunes, parce que c'est quelque chose qui est endogène, c'est pas une crise exogène, c'est pas un virus qui vient d'un autre pays, c'est pas une crise économique qui vient par l'explosion de l'énergie à cause d'une guerre, même si elle n'est qu'à 1000 km de chez nous, etc. C'est véritablement un sujet qui est celui de notre société et de la manière dont on répartit la richesse dans notre société.
Deuxième sujet de l'industrie, souveraineté. Il y a plein de définitions de la souveraineté. Disons simplement que c'est la capacité d'avoir la décision ultime, d'avoir la maîtrise de son destin collectif. Quand vous n'avez pas d'outils productifs, vous êtes dépendant. Quand vous êtes dépendant, vous n'avez pas la maîtrise de votre destin. C'est aussi simple que ça. Alors, il ne faut pas rêver. Le monde est ouvert. On ne va pas revenir à une autarcie. On ne va pas revenir à une indépendance complète. C'est complètement illusoire. Mais se reposer la question de quelles sont nos dépendances, quelles sont celles qu'on assume, quelles sont celles auxquelles on veut remédier, c'est une question qu'on a complètement oubliée. Et parmi ces éléments-là, il y a une partie de dépendance économique productive qui est très forte chez nous. 80% des molécules actives de nos médicaments proviennent de Chine et d'Inde. Sommes-nous dépendants ? Voulons-nous, assumons-nous cette dépendance en termes de sécurité sanitaire ou pas? Alors, ça va de l'aspirine à l'amoxicilline que vous ne trouvez pas pour les gamins dans les pharmacies. Des choses de tous les jours. Troisième sujet, et ça c'est quelque chose, une réflexion qui est en train de progresser, elle n'est pas acquise au sein de notre nation, mais réindustrialiser, c'est diminuer notre empreinte environnementale. Il y a eu longtemps un conflit qui a été alimenté politiquement d'images, comme quoi l'industrie s'opposait à l'environnement. Ça a été vrai. Autant de la consommation de masse des 30 glorieuses qui ont généré la production de masse, l'industrie a énormément pompé des ressources environnementales. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour réduire notre empreinte industrielle sans génie notre empreinte environnementale, sans génie industriel. Une voiture électrique est un objet manufacturé. Une pompe à chaleur est un objet manufacturé. L'économie circulaire ne se fera pas sans génie industriel. Voilà. Là, il y a une inversion de concept. Voilà. Et donc, le premier point, c'est qu'on ne réindustrialise pas que pour des milliards d'euros dans notre PIB, mais pour plein d'autres choses, et c'est pour ça que j'utilise plus facilement le terme de renaissance industrielle, parce que c'est un ensemble de projets collectifs, de notre projet collectif et de ce que nous voulons faire de notre société pour nos enfants, parce que ça va prendre du temps, qui est derrière cette ambition de réindustrialiser. Alors, on n'a pas beaucoup réindustrialisé et on prétend vouloir beaucoup réindustrialiser. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'horizon 2035 ? Alors ça, c'est une courbe en base 100 dans les années, je crois, 90 de mémoire. 2019, pardon. 2019. Et vous avez la trajectoire. Alors, j'ai remesuré quand même en valeur ajoutée industrielle. Je vous dis qu'il n'y a pas que ça, mais c'est un indicateur qui est très facile à utiliser, qui est très partagé, donc je ne me priverai pas de l'utiliser. Et on a là l'évolution de la valeur ajoutée manufacturière en France depuis 1950, et puis plusieurs trajectoires qu'on a étudiées. Celle en violet, c'était l'ambition politique du gouvernement précédent, portée notamment officiellement par la loi Industrie verte. Ce qu'on a hélas démontré, c'est que ce n'était pas réaliste. Et ça, c'est aussi un deuxième message, c'est que sur la réindustrialisation, on s'est beaucoup, je dirais, fait plaisir à donner des objectifs. C'est pas réaliste pour 3 raisons, toutes simples. 1, quand on fait les simulations, on arrive à un chômage négatif. Alors le chômage négatif, ça n'existe pas, mais ça veut dire que d'ici 2035, il faudrait basculer à peu près 1 million de travailleurs, d'employés du service à l'industrie. Ça fait une énorme reconversion, mais surtout qu'il faudrait sans doute faire une vague migratoire comme celle qu'on a connue dans les années 70, à peu près équivalente. Je n'ai pas partagé mes opinions politiques là-dessus, mais je pense que tout à chacun comprenne que refaire une vague migratoire aujourd'hui dans le pays tel qu'il est, ce n'est pas une évidence en termes de politique. Deuxième sujet, on n'a pas assez de foncier pour le faire. En tous les cas, je vous dirais que la trajectoire que je privilégie, elle peut rendre compatible réindustrialisation et zéro artificialisation nette. Pas avec les règles qu'on a aujourd'hui. Mais sur le principe, on peut le faire. Ça, on ne peut pas le faire avec la courbe à 15% qui est la courbe violette. On ne sait pas encore compacifier suffisamment nos usines pour que ce soit faisable. Peut-être que dans 10 ans, ça le sera, mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et puis, troisième sujet,
qu'on a sorti et qui est le plus controversé, nous n'avons pas assez d'énergie décarbonée. Si vous faites une réindustrialisation à 15% à 2035, vous n'avez pas encore les nouvelles centrales nucléaires. Il faut pomper sur nos capacités actuelles d'énergie décarbonée, d'électricité décarbonée. Ou bien alors construire des centrales à gaz rapidement, mais dans ces cas, vous faites une réindustrialisation carbonée et vous perdez en chemin toute la partie de la population qui est très sensible à ce sujet-là, légitimement. On ne fera pas une réindustrialisation si on n'est pas tous autour de ça. Et donc, il faut faire une réindustrialisation décarbonée. Et à 2035, le 15% en décarboné, ça passe pas, on n'a pas assez d'électricité décarbonée. Avec des futures centrales nucléaires, sans doute. Et je ne pense pas, c'est mon point de vue, qu'on puisse accélérer tant que ça nos trajectoires d'ENR, parce que si on le pouvait, on l'aurait fait pour plein d'autres raisons. Voilà, trois motifs qui nous font dire que le 15% est peu probable, et on a préféré une trajectoire plus modeste, mais qui est quand même ambitieuse, qui est la courbe verte, qui nous ferait atterrir à 12 ou 13% du PIB en 2035. C'est quand même super ambitieux, 12 ou 13% du PIB. Ça veut dire une balance commerciale manufacturière équilibrée. Aujourd'hui, on a un déficit de biens, dans notre commerce de biens, hein, pas de services, de 60 milliards d'euros en France. Nous achetons 60 milliards d'euros de produits manufacturés de plus que nous en vendons. Si nous faisons la trajectoire en vert, on arriverait en 2035 à ramener cette balance à zéro, ou autour de zéro. Vous vous rendez compte déjà de l'ambition, c'est pas neutre, hein, c'est pas rien. Voilà. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le 15%, c'est-à-dire l'objectif de la courbe violette, parce que le 15%, c'est la moyenne européenne à peu près. Mais ça veut dire surtout que si on veut rejoindre la moyenne européenne, on ne pourra pas le faire en 10 ans. Il faudra 15 ans ou 20 ans. C'est une histoire d'un défi d'une génération et qu'il faut bien se positionner dans ce temps long, d'autant plus important dans ce cas-là de ne pas perdre ceux pour lesquels la sensibilité pour l'environnement est prédominante, etc., etc., et d'en faire bien un exercice collectif, progressif. Voilà un deuxième enseignement de ces travaux, qui, encore une fois, n'a pas eu l'heure de plaire. Donc j'ai eu un petit débat par médias interposés avec des représentants du gouvernement, où j'ai dit, comme je disais, que le 15% qu'ils avaient inscrit n'était pas très réaliste. Ça n'a pas eu l'heure de plaire, donc on a eu un petit débat. Et j'ai été soutenu, juste pour vous donner un peu l'état des rapports de force, par Nicolas Dufourcq, le président de la BPI, qui s'est fendu d'une communication publique pour dire que si on faisait déjà 12 à 13% en 2035, ce serait déjà super. Voilà. Deuxième message qui est très fort et qui s'adresse à vous. On a énormément misé sur la technologie comme un facteur de réindustrialisation. Il faut faire des produits à très haute valeur ajoutée. Il faut se positionner dans les exports de produits à très haute valeur ajoutée. Quand on regarde ça de manière globale, et notre potentiel de réindustrialisation, les nouveaux produits, les nouvelles filières, l'hydrogène, l'ordinateur quantique, toute la vague des startups avec des innovations de rupture, ont leur place totalement dans notre réindustrialisation. Mais elles ne pèsent que, le que est un petit mot pour attirer votre attention, elles ne pèsent que 1/3 de notre potentiel de réindustrialisation. Les 2/3, c'est la diversification et l'augmentation de capacité de notre tissu industriel existant. Celui qui est dans nos territoires, des PMI, des ETI. Voilà. Et quand on regarde l'allocation de nos ressources publiques aujourd'hui en France, vous avez peut-être 90% qui sont sur le tiers de haute technologie, de rupture technologique, et peut-être 10% qui sont sur le développement, la modernisation de l'outil productif de notre tissu industriel existant. Et quand vous regardez le discours politique ambiant, vous avez 100% qui est sur la Startup Nation et je dirais presque 0% sur le tissu industriel. J'ai une petite pause parce que on me demande de terminer dans 5 minutes, sauf que je ne suis pas dans les temps, donc il faut que je réfléchisse à mon timing. Voilà, deuxième message très important, besoin de rééquilibrer nos messages et nos politiques publiques en faveur du tissu des PMI et des ETI là-dessus. Troisième message important, il n'y a pas de raison qu'on ne redevienne pas compétitif en Europe.
On est à 10% du PIB industriel. L'Espagne et le Portugal sont autour de 12-13. L'Italie est à 17. L'Allemagne est à 20. On peut les égrener. On est les derniers de la classe. Il n'y a aucune raison fondamentale que nous ne retrouvions pas en Europe une place normale en termes de production industrielle. En revanche, je pense, et c'est quelque chose d'un peu nouveau et un message fort que je voudrais partager, que depuis la crise de l'Ukraine et donc de l'énergie chère, il sera très difficile, voire illusoire, de retrouver une compétitivité coût face aux États-Unis ou la Chine pendant les décennies à venir. Alors, on le sait tous, mais on avait tous l'espoir un jour de revenir compétitif. On se disait que la technologie allait nous permettre de le faire. Oui, mais on est finalement en retard technologiquement par rapport à ces puissances-là. Elles ont pour la Chine et l'Asie de la main-d'œuvre pas chère qui restera structurellement pas chère. Les États-Unis ont décidé de financer leur réindustrialisation à coup de planche à billets avec une capacité d'un déficit public quasiment infini. En tous les cas, c'est ce qu'ils considèrent aujourd'hui. C'est l'IRA. Et que si vous mettez ça avec le choix d'une énergie relativement chère en Europe, parce qu'on n'importe plus du gaz russe à 20 € le mégawattheure, mais qu'on va le payer à peu près 40 mégawattheures en l'important en gaz liquéfié, nous avons perdu avec la crise de l'Ukraine notre dernier avantage compétitif face à la Chine. Si on met ça bout à bout, il n'y a pas de solution pour maintenir une puissance industrielle européenne et à l'intérieur de cette puissance industrielle européenne, faire notre réindustrialisation, que de changer les règles du commerce international. Tant que nous importerons des produits qui ne respectent pas nos valeurs environnementales et sociales, ces valeurs ont des conséquences sur la manière dont on produit et sur le coût de production de ces produits, nous sommes en situation de concurrence déloyale et qu'il faut l'assumer. Ce que je dis là n'est rien d'autre que dire que tout le système de négociation du commerce international entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, cycle de Genève 1947, se finissant par les accords de Marrakech et la création de l'OMC, doivent être révisés. Voilà. Alors on ne le fera pas en un claquement de doigts. Et ce que je recommande là-dessus, c'est qu'on prenne une série de productions que j'appelle essentielles, qui sont essentielles à notre souveraineté, à notre pays, et qu'on dise là-dessus, je remets des règles, la concurrence prix seulement ne peut pas fonctionner parce que le prix reflète certes un aspect de la production, mais il ne reflète pas les valeurs, l'environnement, le modèle social qu'il y a derrière. Alors, je vais aller très vite maintenant pour quelques leviers qui peuvent nous permettre de retrouver notre place en Europe. 1. La formation. C'est un frein aujourd'hui, vous avez tous des problèmes de recrutement. Le paradoxe, c'est qu'on forme suffisamment de personnes en France au métier industriel. On a besoin de 110 100 personnes qui sortent entre CAP et Bac plus 3. Je mets de côté les ingénieurs, hein, sujet un peu particulier. On forme 120 000 personnes, on en a besoin de 110 000. Le problème, c'est qu'il y a 50% de ces gens-là qui sont formés, qui vont faire autre chose. Taux d'évaporation de 50%. Il y a des industriels dans la salle, imaginez-vous une ligne à 50% de rendement. Alors je dis pas qu'il faut du 100%, hein. On n'est pas dans un pays communiste qui dit tu fais dentiste, tu finiras dentiste. On a le choix de nos vies, de nos carrières. Mais à 50%, on se dit qu'il y a un vrai sujet. Donc nous avons un budget de formation et le sujet n'est pas il est là bien sûr, la carte des formations, les bonnes formations aux bons endroits, mais comment on travaille sur cette évaporation. Deuxième sujet, le foncier, très rapidement. Je vous l'ai dit, on va avoir besoin de terrain pour faire cette réindustrialisation. Environ entre 25 et 29 000 hectares. On peut réfléchir de le faire un tiers sur des friches, un tiers sur des terrains industriels existants à densifier, et un tiers, il faudra quand même faire un peu d'artificialisation qu'on peut faire avec de la compensation. Si vous mettez ça bout à bout, le principe du zéro artificialisation nette est jouable. Mais les règles dont on s'est doté extrêmement verticales, aveugles à la diversité des besoins et des ressources des territoires, sont aujourd'hui un frein énorme à notre réindustrialisation. Donc le principe du zéro artificialisation, ce qui veut dire quelque chose en termes de biodiversité, c'est possible, mais pas avec les règles qu'on a. Formalité, cascade administrative, beaucoup trop de règles. Je ne crois pas qu'on simplifiera en claquant des doigts.
Je pense qu'on a besoin d'un changement culturel profond de notre administration, notamment centrale. Et entre-temps, parce que ça va prendre du temps, ce que je recommande, c'est que nos préfets aient un énorme pouvoir de dérogation au nom de l'intérêt régional ou local. C'est un peu violent par rapport à la façon dont on imagine notre administration, mais je pense que nous n'avons pas d'autre choix. Le financement, on a besoin de 200 milliards supplémentaires pour faire la réindustrialisation dont je vous parle. Nous avons, nous Français, 6600 milliards d'euros d'épargne financière. Je ne parle pas des appartements, des maisons, des châteaux ou des forêts qui sont de l'immobilier. Il faudrait qu'on soit capable de flécher 2 à 3% de notre épargne seulement pour faire cette réindustrialisation. Ce n'est pas un problème de ressources, c'est un problème de tuyaux et de système banque-assurance. C'est un sujet sur lequel je pense que les régions ont un véritable levier. Et puis la fiscalité, les impôts de production, j'y reviens pas. Et puis la discussion du budget qui est dans l'air ne va sans doute pas faciliter ce sujet-là. Mais voilà les 5 freins très concrets qui sont à notre main. C'est franco-français, c'est pas de la directive européenne. On peut le faire pour nous, pour retrouver notre position en Europe. 4 opportunités, je vais aller très vite. 1, l'achat Made in France. Notre commande publique est moins patriotique que nous. C'est terrible, hein? L'État, nos collectivités locales, quand elles achètent des produits, en proportion, elles achètent moins de produits que les Français. Et quand je dis les Français, c'est tous les Français. C'est pas simplement dans la salle, j'imagine que nous avons tous un certain pouvoir d'achat. Je mets aussi les Français qui n'arrivent pas à boucler le fin du mois et qui vont à Action pour acheter des choses où on ne trouve pas beaucoup de Made in France. En moyenne, les Français achètent plus de Made in France que notre puissance publique. Si on s'alignait sur les pratiques allemandes, on créerait 15 milliards d'euros de plus d'achats Made in France. Pratique de commande publique. Et les Allemands sont dans l'Union européenne, ils appliquent aussi les directives européennes. Un gisement fantastique. Alors on n'a pas le droit de dire quand on est une puissance publique, je vais acheter du Made in France, mais il y a plein de façons de le faire sans le dire. 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, c'est un quart de notre déficit commercial en biens. Un quart de notre déficit commercial en biens est solvable si on s'applique simplement les pratiques allemandes dans l'usage de notre commande publique. Autre opportunité, image de l'industrie. Beaucoup d'actions sont faites, ça n'a pas encore pris, mais il faut absolument que nos jeunes, et puis les parents que nous sommes, ayons une image de l'industrie qui soit collée à la réalité. Quand on regarde les enquêtes, l'image que nous avons collectivement de l'industrie, c'est celle des années 70-80. Il faut y aller, il faut visiter des sites. Quelque part, il ne devrait pas y avoir un prof, un instit ou un orientateur qui ne connaissent pas ce que c'est réellement qu'une usine. Quand l'image qu'ils en renvoient à nos enfants sont souvent celles de, peut-être pas Germinal, mais les temps modernes. Voilà. Là, on a un boulevard, ça coûte pas grand-chose, c'est juste un tout petit peu de temps, c'est pas des milliards d'argent public. Alors il y a plein d'initiatives qui sont faites, je suis sûr que beaucoup d'entre vous y participent, mais la mayonnaise n'a pas encore pris, c'est vraiment une opportunité. France 2030, on a mis de l'argent sur la réindustrialisation, un peu trop sur la techno, pas assez sur les territoires. Je me bats là-dessus, mais on n'a pas gagné encore d'avoir une enveloppe véritablement régionalisée de France 2030. Et puis l'énergie. On a un parc électronucléaire. C'est notre seul avantage compétitif sans doute en Europe. Si on le mobilisait pour faire de l'électricité décarbonée, pas chère, pour refaire notre réindustrialisation, on aurait un super levier. Ça veut dire aller chercher un peu de souplesse dans le marché de l'électricité européen, mais c'est faisable. Voilà, le message principal que je voulais vous dire, c'est on a des freins. Alors, la concurrence avec les États-Unis et la Chine, c'est un gros sujet, il ne faut pas le négliger, mais au moins pour se repositionner en Europe, on a des freins qu'on peut lever, on a des opportunités qu'on peut utiliser, qu'on n'est pas allé chercher et qui sont à notre main. On n'a pas besoin de Bruxelles pour ça, il faut juste qu'on se prenne par la main. Et le dernier point que je voudrais saluer et puis quelque part vous encourager, chefs d'entreprise, eux ou pas eux, dans la salle, c'est que pour faire ça, on a besoin de donner envie et que ce que j'ai appelé les néo-industriels, c'est-à-dire vous avez un rôle essentiel en sortant de vos usines, en allant dans les écoles, en montant sur des estrades comme ça, pour donner envie aux jeunes de cette nouvelle industrie qui est en train de se construire. Il n'y aura pas de renouveau de notre industrie sans une nouvelle image. Si on reste au temps moderne, ça ne marchera pas. Et il n'y aura pas de changement d'image s'il n'y a pas des héros.
des porte-paroles, des gens qui sont emblématiques de ce qui est en train de se passer dans nos ateliers, dans cette volonté. Donc n'hésitez pas, prenez la parole. On a longtemps dans l'industrie eu le slogan « Vivons heureux, vivons cachés ». Aujourd'hui, je pense que ça nous est préjudiciable dans plein de compartiments du jeu. Je vous remercie.